Nous sommes mardi 7 juillet 2026. Il est 13 heures, mesdames et messieurs. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'actualité. Au sommet de cette édition, les membres du Conseil économique et social du département de l'Atlantique sont officiellement installés. La cérémonie d'installation se tient cet après-midi du mardi 7 juillet 2026 à la préfecture d'Alada. Cotonou et Nouakchott s'engagent à travailler pour une coopération bilatérale plus étroite. C'est ce qu'il convient de retenir de la visite d'amitié et de travail du président Romuald Wadagne en Mauritanie. Il s'est tenu le lundi 6 juillet 2026 une séance de sensibilisation sur le démarrage du lotissement de Sékou. La séance s'est déroulée dans l'enceinte du 10 arrondissement. Les informations hors des frontières béninoises, la page sport ainsi que la page invitée viendront meubler cette édition mise en onde par Cyril Podji. Les membres du Conseil économique et social du département de l'Atlantique sont officiellement installés dans leurs fonctions ce mardi 7 juillet 2026. La cérémonie d'installation se tient cet après-midi à la préfecture d'Alada. Pour rappel, ils ont été désignés par le gouvernement en Conseil des ministres du mercredi 1er juillet 2026. Il s'est tenu le lundi 6 juillet 2026 une séance de sensibilisation sur le démarrage du lotissement de Sékou. La séance s'est déroulée dans l'enceinte du 10 arrondissement et a connu la présence des conseillers de l'arrondissement de Sékou, de l'équipe des techniciens en charge du lotissement, des sages notables et de la population de Sékou. La séance a démarré par le mot de bienvenue du chef d'arrondissement qui, dans ses mots, a remercié la population pour sa forte mobilisation. S'en est suivi après les explications des techniciens qui ont présenté le projet de lotissement afin de mieux sensibiliser et échanger avec la population. Il faut préciser qu'au cours de cette rencontre, les populations ont posé des questions sur la transparence, les délais, le respect des anciens occupants et les infrastructures prévues après le lotissement. On écoute le premier adjoint au maire, Bernard Achondo. La population a évoqué beaucoup d'inquiétudes qui sont quand même des inquiétudes légitimes parce que le lotissement concerne les terres. Et ce qui préoccupe beaucoup plus le Béninois aujourd'hui, c'est sa terre. Donc, ils ont posé assez de questions par rapport au coefficient de réduction, par rapport à la sincérité de l'action et à l'intégrité de ceux qui vont rester devant et conduire les opérations. Donc, ils ont posé beaucoup d'inquiétudes qui sont quand même des inquiétudes légitimes auxquelles nous avons trouvé des solutions. Et par fin, ils ont compris et ils ont accepté le démarrage de l'opération. Je veux rassurer totalement la population de Sékou, que ce soit les grands propriétaires terriens, les moyens propriétaires terriens, les petits propriétaires terriens, qu'ils peuvent compter sur nous. Les élus actuels sont quand même très engagés pour le développement de l'arrondissement de Sékou. Et ils sont également très engagés pour la transparence dans la gestion de la chose publique. Ils sont très engagés que les choses se fassent dans le temps imparti. Donc, les gens peuvent compter sur moi. Moi, je me suis engagé totalement à ce que le lotissement de Sékou puisse aboutir et aboutir à un bon port. Le processus, franchement, j'ai pas du tout d'inquiétude parce que nous sommes dans un pays aujourd'hui de droit où les réformes ont quand même conduit à des stabilités en matière de justice, en matière de droit et en matière du jugement du fautif. Donc moi, j'ai pas du tout d'inquiétude par rapport à ce processus qui va aboutir à la possibilité désormais d'installation des infrastructures socio-communautaires dans l'arrondissement de Sékou. Et j'ai confiance en la population de Sékou et en l'intellect de Sékou que ça va donner quelque chose de bien. Ils n'ont qu'à nous accompagner, ils n'ont qu'à être avec nous, ils n'ont qu'à nous suivre et surtout que chacun identifie son domaine. Les gens n'ont qu'à mettre de plaques sur leur domaine, que personne ne laisse son domaine
non identifiés. Et d'ici quelques années, on va régler tout ça. Le directeur chargé des affaires domaniales de la commune d'Alada parle de l'opération en vue. Carla Djé. Le lotissement de Sékou est un lotissement qui a démarré depuis 2012 et qui a été suspendu en 2014. Au cours de ces 2 années, l'état des lieux est fait. Un plan de voirie a été élaboré et ce lotissement porte sur 8 secteurs, donc dans l'arrondissement de Sékou, qui est un grand arrondissement dont la population est importante et qui mérite quand même d'être viabilisé. Donc, Sékou mérite d'être loti. Actuellement, étant donné que les travaux ont été suspendus depuis 12 ans et que aujourd'hui nous voulons relancer les opérations de lotissement de Sékou, après l'autorisation des autorités au niveau national, donc du ministre du cadre de vie, nous allons d'abord faire ratissage. Cela veut dire quoi? Étant donné que le plan d'état des lieux est un plan caduc qui a été élaboré depuis 2012, donc jusqu'en 2014, et qui n'a pas évolué, qui a été suspendu. Donc, il s'avère nécessaire de reprendre ce plan-là et de l'actualiser. C'est ce qu'on appelle ratissage. Donc, les différents cabinets de géomètres doivent descendre à nouveau sur le terrain, relever les équipements, les parcelles, tout ce qu'il y a de nouveau, tout ce qui a été fait depuis 2014 jusqu'en 2026 et intégrer donc ces différents éléments-là dans l'ancien plan d'état des lieux pour pouvoir l'actualiser. Après cette phase, le cabinet de géomètres actualise ces plans et les transmet à la mairie. Donc cette dernière, à son tour, transmet ce plan-là à l'urbaniste pour revoir aussi son plan de voirie. Étant donné que les données ont changé en temps, l'état des lieux a évolué. Donc forcément, le plan de voirie doit prendre aussi un coup. Toujours dans la mairie d'Alada, mesdames et messieurs, sachez qu'il se tient à la mairie une séance de consultation avec les élus, les agents des collectivités locales et membres des organisations de société civile ce mardi 7 juillet 2026. La séance est organisée dans le cadre du processus d'élaboration du premier plan d'action nationale du partenariat pour un gouvernement ouvert au Bénin. Les travaux ont été lancés par le premier adjoint au maire, Bernard Tchondo. Après les quelques mots qui ont précédé mon intervention, j'ai compris qu'il s'agit d'une séance très importante dont l'issue est capitale pour Alada. Et voilà, c'est le résultat de ce travail d'aujourd'hui qui va refléter la place d'Alada dans le programme national qui sera élaboré à la fin de ces différentes tournées dans les communes. Donc ceux qui sont ici aujourd'hui ont une responsabilité énorme parce que le résultat dépend souvent de la qualité du débat et des interventions. Donc je vais inviter chacun de nous, chacun de ceux qui sont invités à donner le meilleur d'eux-mêmes, à intervenir et à contribuer à un bon résultat qui va sortir de cette journée. Je voudrais inviter chacun à se prononcer, si possible, dans la langue dans laquelle il se sent un peu plus à l'aise, pour mieux exprimer son idée. Cela permettra à chacun de s'exprimer librement et de dire exactement ce qu'il doit dire et participer effectivement à cette séance. La délégation du comité technique du partenariat pour un gouvernement ouvert est conduite par le trésorier général de Social Watch Bénin, Romain Aouyan. Cette consultation s'inscrit dans une démarche nationale visant à recueillir les priorités, les préoccupations et les propositions des citoyens afin qu'elles contribuent à la définition des futurs engagements du pays en matière de gouvernance ouverte. Aujourd'hui, nous ne sommes pas réunis pour une simple activité de consultation. Nous sommes réunis pour exercer un droit fondamental, celui de participer à la construction des politiques publiques qui impactent notre quotidien. Nous sommes réunis pour affirmer que le développement durable de nos communes et de notre pays ne peut plus être pensé sans la voix des citoyens, sans l'expérience des communautés et sans la contribution active de la société
civile. Le gouvernement ouvert repose sur une conviction forte. Les meilleures décisions sont celles qui sont prises avec les citoyens et non uniquement pour les citoyens. La transparence, la participation citoyenne, la redevabilité, l'innovation publique ne sont pas seulement des principes, ce sont des fondements d'un contrat de confiance entre les institutions et les populations. Cette rencontre nous offre donc l'opportunité de transformer les défis que nous vivons dans nos communes en propositions concrètes de réforme. Qu'il s'agisse de l'accès aux services publics, de la gestion des ressources publiques, de l'accès à l'information, de la participation des jeunes et des femmes à la prise de décision ou encore de la lutte contre les inégalités, vos contributions permettront d'orienter les engagements que le Bénin portera dans son premier plan d'action PGO. Cette activité qui se fait dans 23 communes du Bénin reçoit l'appui de la GIZ. La ministre de la Communication et des Médias, Aurélie Adam Soulé-Zoumarou, a reçu ce lundi 6 juillet un échange avec les responsables de la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin, FERCAB. C'est dans le cadre de la vision du chef de l'État visant à bâtir un écosystème médiatique qui valorise l'image du Bénin. Au cours de la rencontre, le président de la FERCAB, Dr Inoussa Guinée-Asso, a présenté la fédération, son organisation, son rôle dans le paysage médiatique national, ainsi que les principales difficultés auxquelles les radios communautaires sont confrontées. La ministre, quant à elle, a réaffirmé son engagement à accompagner la FERCAB en recherchant des solutions et en menant des plaidoyers auprès des structures publiques concernées afin d'améliorer les conditions du fonctionnement des radios communautaires. Cotonou et Nouakchott s'engagent à travailler pour une coopération bilatérale plus étroite. C'est ce qu'il convient de retenir de la visite d'amitié et de travail du président Romuald Wadani en Mauritanie ce lundi 6 juillet 2026. Reçu par le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, le chef de l'État béninois a consacré cette rencontre au renforcement des relations bilatérales et aux grands enjeux qui concernent la sous-région. Au-delà des dossiers bilatéraux, les deux chefs d'État ont convenu de maintenir un dialogue régulier afin de bâtir un partenariat renforcé au service de leur peuple et d'une action concertée sur les enjeux de paix, de stabilité et le développement du continent. La préfecture de Nati Tengou a rencontré le vendredi 5 juillet 2026 le comité de pilotage des Amata, entendez, attractivité et du marketing territorial de l'Atakora. L'objectif de la rencontre avec le comité de pilotage est de s'assurer de l'état d'avancement de l'organisation, conduite par son coordonnateur Kouagou Robert, la délégation a dressé un point détaillé des préparatifs mettant en lumière les avancées déjà enregistrées, les défis à relever et les perspectives qui s'ouvrent pour faire des Amata un rendez-vous de référence en matière d'attractivité territoriale. Au nom du préfet, le secrétaire général du département a salué une initiative qui épouse pleinement la vision du gouvernement béninois de faire des territoires de véritables pôles de création de richesses grâce à la valorisation de leur potentialité économique, culturelle, touristique et humaine. Il a en outre insisté sur la nécessité pour les maires, les élus communaux et les cadres techniques des collectivités territoriales de s'approprier les outils du marketing territorial. Il a
ensuite assuré que la préfecture jouera pleinement sa participation pour favoriser une forte mobilisation des communes, des services déconcentrés de l'État et des principaux acteurs du développement autour des Amata. Tout de suite, les informations hors des frontières béninoises. Lama Info, les informations africaines. Hors des frontières béninoises, à présent, nous sommes en Côte d'Ivoire. Moïse Lida Kouassi, l'ancien ministre de la Défense de Laurent Gbagbo, a recouvré la liberté sous contrôle judiciaire après plus de 10 mois de détention. Il avait été arrêté en août 2025 pour son implication présumée dans des actes de vandalisme survenus dans la nuit du 1er août 2025 à Yopougon, où un autobus de la Sotra avait été incendié et un véhicule de la police a été aussi saccagé par un groupe de jeunes. Par ailleurs, plusieurs individus dont certains se réclament du Parti des peuples africains, Côte PPACI, avaient été interpellés après ce vandalisme qui est survenu moins de 2 mois avant l'élection présidentielle ivoirienne d'octobre 2025. Il faut rappeler que Ibrahim Sigui, un jeune cyberactiviste proche du parti de Laurent Gbagbo, a lui aussi été remis en liberté provisoire hier lundi 6 juillet 2026 après plus de 10 mois d'emprisonnement. Direction Burkina Faso. La France a officiellement rappelé l'ensemble de son personnel diplomatique en poste au Burkina Faso. Plus aucun représentant français ne réside désormais dans la capitale burkinabé, tandis que les diplomates burkinabés présents en France avaient jusqu'à ce lundi 6 juillet 2026 pour quitter le territoire français. Ce retrait coordonné des personnels diplomatiques des deux côtés ne fait que formaliser la décision unilatérale prise le 26 juin dernier par les autorités de la transition au Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré avait dénoncé l'activisme incessant de la France contre les intérêts burkinabés. À présent, la page sport dans cette édition du journal. Lama Info, la page des sports. À présent, les informations sportives, et c'est la Coupe du Monde qui fait la une des actualités. Hier, plusieurs matchs se sont déroulés et les détails, c'est avec vous, Thomas Ronjo. La Coupe du Monde se poursuit. Hier, on a assisté au match Portugal-Espagne. L'Espagne a disposé du Portugal par 1-0. But de Mikel Merino à la 91e minute. L'Espagne est donc qualifiée pour les quarts de finale. Dans un autre match, les Diables Rouges de Belgique ont joué face aux Américains. Victoire nette et écrasante, 4-1. Les Diables Rouges sur les Américains. La Belgique est ainsi qualifiée pour les quarts de finale et l'Amérique est éliminée. Un autre match très attrayant qui a suscité beaucoup d'intérêt, c'est le match Angleterre-Mexique. Les Three Lions de l'Angleterre ont disposé du Mexique par 3-2. Réalisation des Anglais, un doublé de l'international anglais Bellingham au 36e et 38e minute et de Harry Kane à la 60e minute. Le Mexique a eu pour buteur Julian Quiñones à la 42e minute et Raúl Jiménez à la 61e minute. Le Mexique est éliminé de la Coupe du Monde et l'Angleterre qualifiée. Alors nous allons aborder pour la dernière phase de cette page sport un tournoi de proximité de football dans le Koufo, dans la région d'Adoukanji, commune de Lalo. Tournoi La Relève qui est à sa 16e édition qui se joue à l'EPP Kainouké. Les matchs joués sont les suivants. Sewakwe bat Lomé 2-1. Kainouké bat Adoukanji 1-0. Awada jouera ce jour contre Sewanou. C'est une correspondance de Adrien, président du comité d'organisation. Et on dit merci à Alphonse Ronjo qui m'a envoyé la dépêche. Merci à vous, Thomas Ronjo, pour ces informations sportives. À présent, nous installons l'invité du journal. Page invitée. Le rôle des élus locaux dans la lutte contre la pollution, c'est le sujet qui était au cœur du débat de l'émission Lama Info Matin de ce mardi sur la voie de la Lama.
Abel Wandekon, coordonnateur de la cellule de participation citoyenne de la commune de Tofor, a rappelé le rôle des chefs villages et chefs quartiers en l'occurrence. Il a également mis l'accent sur le pouvoir que disposent ces derniers pour accomplir efficacement cette mission. Il est reçu par Arnaud Agbozo. Je vois que les maires font beaucoup parce que dès que vous voulez, un maire veut signer une autorisation de manifestation, vous allez voir, il signale toujours dedans. Donc ça veut dire que au niveau de la mairie, le maire est conscient sur les dangers que court la population, sa population, lorsque le bruit dépasse, lorsque le bruit ne respecte pas les tests. C'est au niveau des arrondissements, au niveau des villages qu'il faut veiller sur ça. Parce que lorsque le maire donne l'autorisation, il envoie toujours copie au CV, au CA. Vous voyez? Donc le CV de la zone normalement devait être le galant, dépêcher quand même une équipe pour aller dire non, à l'heure là, vous n'avez pas le droit de faire ci, faire ça. Parce que c'est sa localité, c'est sa population. Le premier citoyen du village, c'est le chef village qui doit veiller sur le bien-être de la population, de sa localité. D'accord? Donc, lorsqu'on fait du bruit et que ça dépasse, et lui là déjà la copie de l'autorisation, il va les voir pour dire, franchement, ça ne va pas. Calmez et après, vous pouvez reprendre. Il y a les heures qu'on devait respecter. Et lorsque ceux-là ne respectent pas, c'est en ce moment qu'il peut faire appel à la police. Parce que la police, dès que les commissaires viennent dans les agglomérations, c'est-à-dire surtout les arrondissements, ils font toujours l'effort de rencontrer tous les chefs villages de leur ressort, territorial. Donc, dans ces conditions, ces agents-là les respectent beaucoup parce que moi, je fréquente beaucoup les commissariats et je vois que la place qui leur est réservée auprès du commissaire, c'est important. Donc, c'est important. Donc, normalement, c'est eux de faire le travail avec parce que le maire a autorisé. Si le maire n'a pas autorisé, c'est à ce moment que lui dénonce cette pratique illégale. Et là, dans ces conditions, les forces de l'ordre peuvent intervenir. Les forces de l'ordre font leur travail. Très bien. Les maires font aussi le travail, oui. Mais on constate que, ça reste encore. Ça reste. Est-ce qu'on pourra dire que les réglementations existantes sont suffisamment appliquées? Non, ce n'est pas appliqué au village parce que j'ai déjà tourné quand même là où ça accroche. C'est au niveau village que ça accroche. Parce que, excusez-moi beaucoup, pas mal de nos chefs villages là ne savent pas que le premier citoyen du village qui doit veiller sur la santé, la sécurité, le développement, les initiatives du village incombe sa responsabilité. Tout le monde n'a pas encore compris ça. Oui, est-ce qu'à leur niveau, c'est la peur ou bien ils ne maîtrisent pas réellement les réglementations en vigueur? Il y a d'abord la non-maîtrise de ces droits en tant que chef village. Deuxième chose, il faut préserver l'électorat. Si c'est eux qui m'ont mis là, si je ne sais pas faire demain là, je serai plus chef village. Troisième chose, le copinage. C'est mon ami, c'est mon frère. Je ne peux pas le dénoncer. Vous voyez, les trois réunis, oui. On tombe toujours dans l'impasse, on tombe toujours dans la non-application de la loi. Donc, vous n'avez pas vu dans ce pays où nous étions dans l'impunité. Vous pouvez faire quelque chose, on ne vous punit pas. Mais aujourd'hui, il y a un chef village un chef de l'État qui est venu là dire, moi, je ne vais pas laisser les choses continuer comme ça. Et aujourd'hui, tout le monde est puni. Lorsque vous tombez dans le travail de la loi, on vous punit rapidement. C'est la même chose qu'on peut faire au village. Le chef village doit savoir que il est le galant de sa localité et que c'est lui qui va normalement agir pour que on puisse respecter rigoureusement la loi qui est votée à Porto Novo dans son village. Il est en même temps le chef de l'assemblée, c'est-à-dire le président de l'assemblée dans son village, le chef de l'État dans son village, le maire dans son village. C'est ça, il représente tout, la police même dans son village. Et est-ce qu'ils ont vraiment la main pour jouer tout ce rôle-là? Qui a dit qu'ils n'ont pas la main? La loi, lorsque la loi me donne l'autorisation sur ma responsabilité, je dois au moins jouir de ma responsabilité. Parce que lorsque vous lisez bien le code de l'administration territoriale, vous allez voir le rôle que le maire doit jouer, on a écrit dedans. Le rôle que le chef d'arrondissement doit jouer, on a écrit. Le rôle que le chef de village doit jouer, on a écrit dedans. Il n'a qu'à aller lire ses attributions. Et lorsque quelqu'un piétine ses attributions, il peut réagir conformément à la loi. La loi ne peut pas me donner un privilège et je vais laisser pour dire nous allons faire pas copinage. Non. Et quelles mesures peuvent-ils mettre en place aujourd'hui pour réduire un tant soit peu ces nuisances sonores? C'est de collaborer avec les forces de l'ordre, premièrement.
c'est de collaborer avec les forces de l'ordre. Lorsque ça ne va pas, les toucher pour dire mais ça ne va pas ici. Et eux, ils vont agir. Vous n'avez pas vu à Cotonou, à un moment donné, on a ramassé les instruments de sonorisation, on a même fermé même des lieux de culte. Vous n'avez pas vu? Ça veut dire ça perturbe. Pourquoi ça ne peut pas se passer comme ça dans nos localités? Exactement, c'est ce que je vous dis. À Tofor, on peut le faire. À Lada, on peut le faire. Si on va le faire, c'est le chef village d'abord qui doit normalement, parce qu'on ne peut pas venir sur un territoire sans le responsable du territoire. Si vous le faites, il va dire non, que vous êtes en train de faire au travers de la loi. Parce que c'est lui le responsable à ce niveau et la loi lui a donné ce privilège-là. Maintenant, si lui-même se cache derrière ces incongruités et il ne cherche pas à respecter la loi, on peut en ce moment, la société civile peut le dénoncer et on peut lui aussi le mettre dans les complices de ceux qui font ce genre de choses. Donc, normalement, nous tous, on est impliqués dans la non-application de la loi à ce niveau. La société civile est impliquée. Et s'il ne dénonce pas, il est complice. Le chef de village est impliqué. S'il ne dénonce pas, il est complice. Le chef d'arrondissement, je laisse le maire. Le maire a trop de tâches à faire, mais le chef d'arrondissement, le chef de village, la société civile de la zone sont complices lorsqu'on n'applique pas les tests. Et c'est ainsi que s'achève cette édition du journal. Une mise en onde de Cyril Kodji pour la présentation devant ce microphone, Ruth Darguet. Merci beaucoup de nous avoir suivis.